Salut à tous, c'est Pang de HNO, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais continuer l'explication que j'ai commencée au sujet de la posture en hypnosophie-hypnose, celle que j'utilise en cabinet pendant mes sessions. Alors je vous rappelle, le premier 50-50 qu'on avait vu, c'était un rapport par rapport à l'engagement du partenaire et l'engagement du praticien. Le praticien va offrir l'ensemble des capacités, des éléments et des techniques pour entraîner le partenaire dans une transe et lui permettre, au travers de questionnements, au travers d'un système et d'outils, de trouver ses réponses, de se permettre de vivre une transe la plus équilibrée possible afin d'obtenir des résultats par rapport à sa problématique. Cette étape-là, pour moi, est la première. Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'acceptation du 50-50, c'est-à-dire moi je fais le job et toi tu vas faire les 50 qui restent, c'est-à-dire que tu vas t'investir dans ta thérapie, tu vas mettre tout en place durant la session, mais aussi post-session pour faire évoluer ton chemin de vie, pour avancer. Vous ne pouvez pas, en tout cas dans ma manière de percevoir les choses, avoir un travail qui est effectif parce que vous n'allez pas enseigner à votre partenaire une forme de responsabilisation. C'est-à-dire que vous allez prendre l'ensemble de la responsabilité du mieux-être d'autrui, alors que même si vous êtes un praticien hyper compétent, vous n'êtes pas responsable de l'autre. Vous êtes là pour proposer des choses, pour tout donner au moment de vos sessions, de faire au mieux, d'ouvrir le maximum de portes. Maintenant, il n'a pas envie d'avancer, il n'a pas envie d'évoluer. Il attend que ce soit vous qui fassiez le chemin à sa place. S'il est dans cette dynamique-là, vous ne pouvez rien faire. Il pourra après vous faire culpabiliser, hein. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec un de mes partenaires qui me dit ah bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi je vous paye? Parce que moi, je vous paye pour que j'aille mieux. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais c'est pas à moi de faire que vous alliez mieux. Moi, je suis là pour vous proposer des choses, pour vous ouvrir un spectre de possibilités, pour vous proposer des clés. Mais c'est pas moi qui vais mettre la clé dans la serrure, c'est pas moi qui vais aller marcher sur le chemin de votre vie, c'est pas moi qui vais vous porter. Moi, je suis là juste pour vous ouvrir un possible. Et lui, bah, il a tenté, il a cherché une forme de culpabilité à dire ah bah ouais, mais bon, ça veut dire en gros que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bon, que votre système n'est pas bon. Et je lui dis bah ouais, complètement, moi je suis incapable de, je ne peux pas faire ce que vous devez faire. Je ne peux pas devenir responsable pour vous. Je peux pas être, je peux pas être l'élément qui va faire que je vous tire. Moi, je suis juste là en partenaire pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de passer des étapes de votre vie, mais rien d'autre. Donc, il faut le savoir et il faut l'accepter. Après, vous avez certainement, vous déjà dans votre pratique, une façon de travailler. Moi, c'est la même que j'utilise là en hypnose et en hypnosophie. Deuxième élément des 50-50 qui va être le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être dans la posture que l'on met en place avec notre partenaire, il faut être, en tout cas, moi c'est ce que je mets en avant, 50% centré sur soi et 50% centré sur le partenaire. Alors pourquoi? Parce que très facilement en hypnose, on a la faculté de se centrer beaucoup sur notre partenaire. Pas qu'en hypnose d'ailleurs, parce que si vous regardez ce qu'avait mis en place Carl Rogers ou avec sa thérapie basée sur le partenaire, hein, sur le patient, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de thérapies, on vous dit bon, la personne la plus importante dans la session, c'est votre partenaire. Il va falloir que vous puissiez vous engager un maximum pour offrir justement les fameuses clés, pour l'accompagner le plus possible. Et on va même très souvent parler d'une empathie très forte à avoir pour
ressentir, vivre, voire même la synchro à un moment donné va être cette notion-là de fusion entre le subconscient du partenaire et le nôtre, de cœur à cœur, hein, Ishin Denshin comme disent les Japonais, vraiment c'est cette notion de connexion. Seulement, le problème c'est si on se centre complètement sur le partenaire, on va être déconnecté de nous, on va être déconnecté de nos sensations, de nos perceptions, on va être dans un modèle qui se rapproche très très facilement du modèle du sauveur. C'est-à-dire, je veux absolument faire tout pour toi. Je veux absolument que toi, mon partenaire, tu sois mieux en sortant de ma séance, tu sois mieux rapidement, que tout change et que c'est moi qui vais prendre la responsabilité de ça. En gros, c'est un lien avec le premier 50-50 qui est je fais 50% du boulot, tu fais 50% du tien. Là, si je suis centré complètement sur mon partenaire, je suis plus du tout dans l'écoute de moi-même, je suis plus du tout dans l'alignement de mon être et je suis dans un engagement qui est tellement important que je vais facilement aller sur des projections. Je vais projeter des réponses, je vais projeter des solutions, je vais projeter des perceptions, c'est-à-dire que très souvent, on peut être mis à mal par le fait que le partenaire, à ce moment-là, nous explique des choses, nous explique son passé, nous donne son background, et on peut être touché émotionnellement, on peut être à vouloir le protéger, à vouloir l'englober, à vouloir le materner. On rentre très facilement dans un principe où vu qu'on est en train de vivre intensément les émotions parce qu'on n'arrive plus à se centrer sur nous mais on est complètement sur lui, on est en train de vivre son histoire, on peut très facilement avoir tout ce principe où on revit au travers de lui quelque chose en nous et on s'oublie complètement et on fait que de vouloir apaiser en réalité le partenaire, mais une partie de nous dans le partenaire. En somme, on est en train d'apaiser le contre-transfert qu'on est en train de faire. On n'est plus en train de se dire, tiens, je vais, toi, mon partenaire, t'aider et te soutenir à ce que tu ailles mieux, mais je vais guérir la partie que tu viens d'éveiller en toi, en moi, pour faire en sorte que ça aille mieux, pour que je n'ai plus cette sensation de malaise ou de mal-être à ce moment-là. Donc, très souvent, je le vois avec mes apprenants, ou je l'ai fait également beaucoup, surtout dans tout ce qui était travaux plus énergétiques, j'avais cette notion de dire, bon, je dois me centrer complètement, me connecter totalement à lui, être totalement en phase, limite être en fusion avec et complètement lâcher ce que moi je vis, je ressens à l'intérieur. Je suis plus qu'un canal pour lui. Lui reste l'essence de toute la séance. Alors que dans ces moments-là, on est complètement dans un rapport déséquilibré. On n'est plus du tout dans quelque chose de sain à ces instants-là parce que on est envahi par le partenaire. Vous savez, il y a beaucoup de sessions qu'on peut terminer en étant complètement vanné, en étant complètement absorbé par la problématique du partenaire. On a souvent ça quand on débute de recevoir des patients en cabinet où on a cette notion-là de repenser à ce qu'on aurait pu faire. Ah bah mince, j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu gérer son problème comme ça. On est tellement dans le partenaire, on est tellement perdu dedans, plongé dedans, que ça en devient obsédant, ça en devient problématique. En réalité, c'est que vu qu'on s'est perdu dedans, ça a fait un écho en nous et que ça a certainement réveillé plein de problèmes, plein de souvenirs, plein d'émotions. Donc en gros, notre subconscient qui était tellement envahi par les suggestions du partenaire, parce qu'à ce moment-là, on est dans une transe où on est complètement confondu à lui, et donc tout ce qu'il va expliquer va devenir des suggestions dans notre subconscient, dans notre transe, que ça va éveiller à ce moment-là une notion de rappel. Donc
peut-être ça va vous rappeler des éléments de votre vie, ça va vous rappeler des sensations, des perceptions que vous aviez oubliées. Imaginez que la personne vous parle d'une violence ou de problèmes très graves qu'il a eu étant enfant et que vous ayez vécu des choses quasi similaires. Et ben, votre projection à ce moment-là va complètement faire revivre en vous ça et que vous allez vous plonger pour l'aider, le sauver, le réparer entre guillemets parce que vous voulez vous réparer au travers de lui et vous n'allez plus du tout être à l'écoute juste de votre partenaire à ce moment-là. Donc vous allez être complètement déséquilibré, perdu à l'intérieur dedans, de son histoire, de son être, hein, complètement en lui. Et donc vous n'êtes plus dans une posture d'accueil inconditionnel du partenaire parce que tout ce qu'il va dire va vous toucher, vous blesser. Vous allez avoir des réactions en fait qui vont être très facilement du sauvetage. Hein. Je veux te sauver, je veux plus que tu souffres, je veux plus que tu aies mal, je veux plus que tu aies mal et que tu souffres parce que je veux plus moi-même inconsciemment ressentir ça ou être en colère quand tu as dit ça ou être triste quand tu as dit ça. Je veux que tu te sentes bien. Et je l'ai vu souvent, des praticiens qui, limite, vont arrêter le questionnement pour passer directement à de la mise en pratique avec des exercices de recadrage, avec des exercices sur modalité, avec des exercices de pré-test thérapie, etc. pour rapidement soulager l'autre, mais en réalité se soulager eux parce qu'ils ont été touchés, blessés, ils ont été attristés et qu'à ce moment-là, le fait d'avoir été tellement connecté à lui leur a fait perdre la posture professionnelle, la posture d'accueil, une vraie posture d'accueil, pas une posture d'être submergé. C'est vraiment la différence. Faut être en phase avec le partenaire, mais il ne faut pas être submergé par ce qu'il dit. Il faut réussir, nous, justement, à avoir ces 50% où on se recentre sur nous pour se dire, tiens, là, à ce moment-là, ça vient de réveiller ça en moi. Ok, je travaillerai ça en thérapie, je travaillerai ça en auto-hypnose, je travaillerai ça comme je peux pour pas me perdre, mais je ne dois pas oublier que mon partenaire à ce moment-là est essentiel, mais mon état d'esprit aussi, parce que imaginez en vous perdant complètement dedans et donc en étant complètement lui à ce moment-là, même si on peut trouver l'idée super belle d'un point de vue thérapeutique, hein, vous allez petit à petit vous complètement rentrer dans une phase où vous n'allez plus, d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue logique thérapeutique, pouvoir l'orienter de manière juste, pouvoir entendre, voir et percevoir tout ce qu'il est en train de dire, parce que vous allez être bloqué sur certaines projections et donc certains échos à l'intérieur de vous, et peut-être que au moment où vous êtes en train de le couper pour le sauver, vous ne lui laissez pas le droit, la possibilité, la capacité à ce moment-là de s'exprimer et dire des choses. Et peut-être même vous allez couper des choses qui sont fondamentales à ce moment-là pour lui, pour sa thérapie, pour son mieux-être. Donc, ne pas trop plonger dans le partenaire n'est pas tout. Le partenaire, vu qu'il fait 50% du boulot, vous devez vous lier à lui à 50% avec un accueil inconditionnel. Et il ne faut pas donc non plus ne rester centré que sur soi, c'est-à-dire prendre une distance tellement importante vis-à-vis de votre partenaire que vous êtes une machine. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. À la limite, vous êtes en train de chercher ce que vous feriez pour vous. C'est-à-dire qu'il vous parle de quelque chose et vous, avec votre fil, vu que vous êtes centré que sur vous, vous vous dites non mais c'est complètement con, là il a réagi comme ça mais il n'aurait pas dû. Moi j'aurais pas fait ça. Donc d'ailleurs vu que j'aurais pas fait ça, ça me donne une idée, la séance on va le faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que moi, en tant qu'être humain, en tant que personne qui a eu ces souffrances, en tant que personne peut-être qui a dépassé cette souffrance-là, j'ai déjà la réponse, ou peut-être même pire, j'ai déjà eu des patients qui ont eu le problème et j'ai utilisé telle technique, donc
bon, ça devrait marcher vu que c'est plus ou moins universel. Et donc, on est tellement centré sur nous, sur notre technique justement, à l'inverse de trop centré sur l'autre. Là, on est tellement sur notre technique, sur nos feelings et dire, bon, bah, attends, mais moi, je sais comment faire, pas de problème. Voir, tiens, j'ai lu tel protocole il n'y a pas longtemps, ça devrait être bon. Bon, son problème n'est pas si grave que ça. Qu'on est en train complètement de se déconnecter de notre partenaire. On se connecte totalement à nous et au feedback qu'on a. Et à ce moment-là, bah, il n'y a plus l'attention juste, l'accueil juste. Limite, on a déjà le process qu'on va mettre en place en tête. On a le process à se dire, oui, ok, bon, bah, il a ce problème-là, je vais d'abord lui faire une régression, après je vais m'occuper de ça. Et on oublie complètement que le partenaire est unique. On oublie complètement que le partenaire, il a son histoire, et cette histoire, il faut la prendre en compte. On oublie complètement que nous, ce qu'on a peut-être vécu de la même manière ou qu'on a peut-être vécu au travers d'autres personnes en cabinet, à des points clés qui se placent à différents endroits. C'est pas parce qu'on a eu le même trauma avec les mêmes types de problématiques que ce qui a fait souffrir le partenaire ou ce qui nous a fait souffrir se trouve au même endroit. Or, le fait de se centrer totalement sur nous, on devient hermétique à l'histoire de l'autre. En fait, on n'est plus du tout dans un accueil, on est complètement basé sur notre logique technique, nos connaissances, notre ego, qui à ce moment-là peut être problématique même dans le principe de suggestion parce que nos suggestions seront orientées non pas comme on souhaite pour le partenaire mais comme on souhaite pour nous-mêmes. C'est-à-dire que on va être là encore en train de chercher à se guérir nous ou même si on ne se guérit pas, on va utiliser le process qu'on estime être le plus juste possible pour guérir les gens. Donc en fait à ce moment-là on n'est plus du tout connecté à l'autre. Je me souviens avoir discuté avec des personnes qui avaient des super idées pour aider certains types de maladies parce qu'ils avaient dépassé cette maladie-là. Et quand je leur posais des questions à ce sujet-là, je lui dis mais tu vas faire comment? Bah, je vais lui expliquer comment moi j'ai vécu ça, d'accord? Moi comment je m'en suis sorti et je vais lui dire bon bah il suffit de faire la même chose et je vais vous faire la même chose. Sauf que là, c'est être complètement centré sur soi en tant que praticien et plus du tout sur la manière dont il l'a vécu. On peut vivre la même pathologie, la même problématique de manière complètement différente. Et ce qui est génial pour nous praticiens, c'est découvrir la carte de l'autre, la manière de vivre de l'autre. Et même si la maladie est la même et que on peut utiliser des suggestions qui peuvent être très proches pour la guérison, c'est en validant avec notre partenaire, d'où le deal des 50-50 de ma posture, je reste centré sur moi, mais je suis aussi centré sur mon partenaire, pour voir si ce que j'ai en tête, ce que je ressens, ça peut lui convenir. Il va me faire des feedbacks, de ces feedbacks, je vais adapter. Ça se trouve, ce que j'avais en tête au départ, ça va exploser pour donner quelque chose qui lui correspond, qui est bon et qui est juste. Si j'étais parti sur le principe de bon, bah, ce que j'ai fait est universel, ça aurait pu l'aider, mais ça serait moi et ma vision du monde avec ce que je vais lui imposer et donc être centré complètement sur moi et plus du tout sur l'originalité de ce qu'il est, l'unicité de ce qu'il est, le respect complet de la manière dont il a vécu les choses, dont il a évolué par rapport à ça et qui donc doit être traité d'une manière unique, même si on va apprendre peut-être des images, des métaphores, des techniques qui peuvent reprendre des choses qu'on a en tête, mais qui devront être complètement réadaptées. Donc, pas trop centré sur nous-mêmes, parce que bah, soit on peut rester complètement hermétique à tout ce qui va être dit, et donc dans notre monde, et plus du tout en rapport juste avec notre partenaire. Donc plus réellement dans un accueil inconditionnel, on sera dans l'accueil de l'information qui nous arrange pour aller dans le process qu'on a en tête, quasiment peut-être depuis le début de la session. Ce rapport en 50-50 de 50% centré sur moi, praticien, et 50% centré sur mon partenaire, a pour moi une importance fondamentale dans la pratique d'hypnose que je mets en place aujourd'hui. Pour moi, un praticien qui va être dans la croyance que ses suggestions sont justes, dans la croyance également que parce que le partenaire a utilisé des mots et que je vais reprendre les mots qu'il a utilisés, c'est les mots justes qu'il a besoin d'entendre pendant la session. C'est-à-dire qu'à ce moment, je suis tellement en lui
et plus suffisamment en écho avec moi-même, que je vais réutiliser sa technique en se disant, bah voilà, il a utilisé tel type de sémantique, c'est la sémantique qu'il comprend, et donc c'est la sémantique qui va être bonne, juste et positive pour lui en session. Si on ne recadre pas, si on ne pose pas les bonnes questions vis-à-vis de cette sémantique-là et qu'on la réutilise brute, telle qu'elle, il y a de fortes chances que l'impact ne soit pas si positif que ça. Pourquoi? Parce que cette sémantique, elle a été répétée des milliers de fois par le partenaire depuis des années par rapport à sa problématique. Si les mots qu'il utilisait, mais même orientés de manière différente sous une thème de suggestion, étaient la réponse à sa problématique, depuis longtemps, sa problématique aurait a priori diminué. Parce que des phases de transe, il en vit au quotidien, parce que souvent il avait déjà fait des démarches thérapeutiques, qu'il avait déjà eu prise de conscience de ses problématiques et des mots et de la sémantique qu'il utilise, avec le point de vue ressources des mots qu'il propose comme une suggestion potentielle. Alors, si moi je réutilise encore une fois ces mots-là, je vais réutiliser une sémantique que lui-même a répétée, et qui, jusqu'à présent, n'ont pas prouvé la moindre efficacité. Donc, même si parmi les mots et la sémantique qu'il va réutiliser, on va la reprendre ou reprendre des choses, il est important de recadrer les mots qu'il utilise, de les recadrer pour voir si derrière il ne se cache pas autre chose, une autre idée, une autre intention, une autre énergie, une autre source. Parce que parfois, c'est simplement avec des mots qu'il a utilisés 10 000 fois que derrière, on va se trouver que le mot qu'il utilisait, il avait un sens qui était complètement erroné même pour lui. Et qu'en grattant, c'est pas ce qu'il attendait. Et le mot qu'il utilise n'était pas juste. Donc si je l'avais réutilisé en session parce que je suis trop centré sur mon partenaire et je me dis je prends tout ce qui me donne parce que c'est ça la vérité et je vais le sauver avec ça, eh ben on perd notre job, on perd notre capacité à analyser, à reposer, à rebondir, à revoir des choses et à le faire lui s'exprimer autrement, à lui faire changer ses patterns. Et il y a beaucoup d'importance. Donc pour moi, c'est essentiel d'être équilibré dans ce rapport-là, qu'on ne soit pas plongé complètement dans l'autre parce que on veut se sauver nous-mêmes au bout du compte. On est dans une dynamique où on est perdu dans l'autre et on n'est plus donc le professionnel qu'on doit être. C'est pas trop grave quand on est avec des copains et qu'on est en train de parler dans un café des problèmes et où là émotionnellement on va dire ce qu'on aurait fait, on va dire ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Par contre, hormis à certains moments, et là il faut vraiment avoir une maîtrise du contre-transfert assez important où vous allez faire un rebond à la projection que ça vous donne, ce qu'il est en train de vous exprimer, la majeure partie du temps, il faut rester le plus neutre possible, ou en tout cas dans l'empathie, mais pas excessive, dans l'écoute juste, et si ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur de vous, ne pas vous perdre dedans, sinon vous allez vous plonger, vous, dans votre excès d'écoute personnelle, et donc dans une dissociation. À ce moment-là, il va y avoir une espèce d'incapacité à écouter et percevoir l'autre parce que vous allez vivre une émotion que vous allez peut-être interroger alors que vous n'avez pas à vous interroger vous avez à noter que ça vous fait quelque chose. Vous pouvez le mettre de côté pour peut-être faire un rebond dessus éventuellement plus tard, mais surtout dans votre développement personnel en tant que praticien. Donc cette notion va avoir de l'importance d'avoir une forme d'empathie neutre et non excessive en tout cas. Et en même temps, pas être de l'autre côté, d'un point de vue un rock, à en avoir rien à faire de rien, sans aucune émotion, et surtout sans aucune connexion avec votre partenaire, et à vous dire, bon voilà, je connais des procès, je connais des techniques, j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, je suis allé me former, etc. Et où là, en fait, vous êtes juste une machine. Et à la limite, vous êtes en gros un audio que vous répétez, vous êtes un protocole que vous répétez, vous n'êtes plus un professionnel avec tout le rapport humain qu'on crée pendant la thérapie, pendant ce cheminement, ce travail à deux que vous êtes en train de faire, qui vous investit mais qui ne vous fait pas vous perdre dedans. Si vous êtes explosé à la fin de session,
c'est que souvent vous avez peut-être utilisé votre énergie pas de la bonne façon. Si vous repensez constamment à vos sessions, c'est pareil. Posez-vous des questions de savoir en fin de journée, en gros, c'est fini. Ce que vous avez fait est fait. Les X partenaires que vous avez vus, c'est fini. Vous pouvez noter en fin de session, mais n'y revenez pas. N'utilisez pas en excessif. Si par contre, à l'intérieur de vous, ça a bougé des choses, oui, là, allez voir votre praticien, travailler en auto-hypnose. Mais il y a vraiment toute une posture à avoir pour tendre à être optimum, ou en tout cas le mieux possible, à savoir que ces 50-50, ils ne seront jamais super stables. On doit y tendre. Il y a des moments où on va être un peu plus dans l'autre, il y a des moments où on va être un peu plus dans nous. L'idéal serait qu'on soit en équilibre constant. Cependant, ce n'est pas toujours très simple. Donc voilà, ça c'est vraiment une perception que j'ai. J'ai plein de choses à dire sur cette facette-là du 50-50, sur la posture du praticien. Pour moi, c'est une chose essentielle. Donc derrière, ça nous fait étudier, travailler, réfléchir au sujet des transferts et des contre-transferts qui, à mes yeux, sont hyper présents en hypnose. Et après, je pense qu'on a tous notre manière de bosser, que plus qu'une posture physique. Par exemple, je me mets en face de mon partenaire ou je me mets jamais en face ou je me mets en parallèle, qu'importe comment, on s'en fout. La posture physique, pour moi, on s'en fout royalement. C'est la posture psychique, émotionnelle qui va avoir de l'importance. Ce 50-50 pour moi est une manière assez importante, voire très importante de bosser la posture. Je la travaille énormément sur moi, je la fais travailler énormément sur mes apprenants. Je pense que c'est une des clés de la thérapie, notre manière d'avoir un boulot sur notre posture au quotidien avec nos partenaires. Maintenant, bien sûr, je sais que ce n'est pas forcément ce qui est enseigné dans beaucoup d'écoles d'hypnose. Je vous fais donc part, moi, d'une de mes façons de travailler. Comme d'habitude, vous pouvez trouver ça complètement sans intérêt et dans ce cas-là, rejetez, mettez ça loin, prenez ce qui est bon et juste et positif pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas. L'important, c'est que vous, en tant que praticien, vous puissiez évoluer, avancer, vous développer, vous poser les questions, de vous dire « Tiens, je travaille comme ça, il y a peut-être d'autres choses. » Ne restez pas que dans l'hypnose, si vous aimez l'hypnose, ou dans votre thérapie, qu'importe le style que vous faites. Il n'y a pas une thérapie qui est mieux, il y en a certaines qui vont plus vous parler, qui vont plus être en écho avec vous, qui vont vous correspondre. Plongez-vous dedans et observez toujours ce qui se passe à côté. Apprenez, allez chercher de l'info, allez à des séminaires, allez à des conférences, allez partout, lisez, apprenez Internet et plein de belles choses. Et posez-vous des questions pour devenir meilleur à chaque fois, meilleur pour vous, plus en face, plus aligné, plus heureux au quotidien de faire les merveilleuses disciplines d'aide, de soutien qu'on peut avoir vis-à-vis de partenaires qui ont besoin qu'on soit nous aussi le plus clean possible avec nous, qu'on évolue, qu'on avance et que tous les jours on vibre de pouvoir faire ces disciplines, de recevoir avec joie et bienveillance toutes les personnes qui viennent chez nous, qu'importe leurs problèmes, pour qu'on puisse les accueillir le mieux possible. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, be one, ciao ciao.